Bonjour, bienvenue dans J'ai un problème, le podcast dans lequel on trouve des solutions quand on a déjà l'impression d'avoir tout essayé, qu'on n'arrive plus à avancer. Ici, ensemble avec Emmanuel Piquet, on va pouvoir découvrir de nouvelles voies d'exploration pour résoudre ce qui fait souffrir. Bonjour Emmanuel. Bonjour Rebecca. Aujourd'hui Emmanuel, j'ai pris une histoire qui s'appelle Mon enfant face à une amitié toxique. Et je l'ai choisi parce que je trouve que finalement en entreprise, et vous sans doute en thérapie, il y a une espèce d'ultra-banalisation, ultra-vulgarisation des termes type paranoïa, schizophrénie, harceleur et le fameux pervers narcissique, celui dont on dit maintenant assez banalement le PN. Vous pourriez nous dire ce que c'est qu'un pervers narcissique ? Non, parce qu'en fait, pour être parfaitement franche avec vous, je n'en ai jamais reçu en cabinet. En revanche, j'en ai entendu beaucoup parler par des patients, en fait, qui m'expliquaient à quel point, en effet, ils avaient vécu avec un pervers narcissique, souvent, parce que c'est assez genré comme pathologie, avec un pervers narcissique, ou parfois à quel point leur mère, notamment, était une perverse narcissique, ou leur père était un pervers narcissique. Et au fond, c'est assez logique de mon point de vue parce que je pense que c'est la relation en fait qui est toxique, c'est la relation qui est problématique, c'est la relation qui fait souffrir. C'est pas un personnage avec des traits de caractère soit pathologiques, soit immoraux, parce que le pervers narcissique, ce qui est un tout petit peu compliqué dans la définition qu'on en donne de façon habituelle, c'est que on se demande s'il est méchant ou s'il est malade en fait. C'est compliqué du coup. Ce qu'on dit bas dormate, c'est ça ? C'est ça, exactement. Et donc c'est quand même un peu compliqué parce que du coup, est-ce qu'il faut le soigner ou est-ce qu'il faut le sanctionner ou est-ce qu'il faut l'enfermer? Enfin, c'est très bizarre comme définition. Et donc l'école de Palo Alto, elle va plutôt s'attacher à modifier le tango morbide qui peut se danser entre deux personnes qui sont dans quelque chose d'extrêmement générateur de souffrance, notamment pour une des deux parties de ce point de vue-là. Donc c'est comme ça que je qualifierais une relation perverse narcissique ou perverse ou génératrice de souffrance en tout cas. Oui, en fait, ça va dans le sens du modèle de Palo Alto qui dit que l'individu en lui-même, il n'est pas pathogène. Non, il est pathogène, mais il n'est pas malade, c'est ça. En tout cas, il n'est pas pathologique ou C'est ça. qu'il l'est dans certains cas. Et pour autant, ce qui est souvent très, très efficace, beaucoup plus productif en fait, c'est en effet de s'attacher à voir comment on peut gérer les comportements problématiques de quelqu'un, si en effet ils sont problématiques pour nous, plutôt que d'essayer d'éradiquer ce qui à l'intérieur de la personne fait qu'il a des comportements problématiques. Parce que ça, c'est souvent une lutte assez vaine. Du coup, je me suis demandé s'il y avait, alors j'ai bien entendu et bien compris ce que vous disiez sur ce qu'on va travailler, mais je me demandais si du côté de la victime, de celui ou de celle qui se présente comme une victime, il y avait une espèce de profil type de victime. Pas du tout, je pense pas. Je pense que c'est vraiment notamment dans des relations amicales ou très fortes, très intenses, ou dans des relations amoureuses très intenses aussi. C'est que en raison de cette intensité, en raison de cet amour infini qu'on éprouve, eh bien d'une certaine façon, on n'arrive plus à gérer des comportements qui nous font du mal en fait, parce que tout est emporté par cette espèce d'intensité amoureuse ou amicale. Mais je crois que ça peut arriver à n'importe laquelle d'entre nous. Ce qui veut dire que si on veut sortir en amour comme en amitié d'une relation qui serait une relation qu'on peut qualifier de perverse narcissique, on doit renoncer à quoi justement? À l'intensité? On doit renoncer à tout ce qu'il y a de bon dans cette relation et c'est souvent la problématique en fait. C'est que les enfants notamment, mais c'est vrai aussi pour un certain nombre d'adultes, les enfants que je reçois en cabinet et qui sont en proie à ce type de difficultés, m'expliquent à quel point quand l'enfant avec laquelle c'est compliqué ou l'enfant avec lequel c'est compliqué n'est pas méchant ou n'est pas cruel ou n'est pas agressif, elle m'explique à quel point il est gentil cet enfant. Mmh. Et à cette gentillesse qu'il va falloir renoncer, c'est à tout ce qui fait qu'il y a de bons moments passés dans cette relation. Mmh. Dans le cas de l'histoire de Mia, la maman vient vous voir et vous dit: «J'ai l'impression d'avoir tout essayé pour ouvrir les yeux de ma fille». Est-ce qu'on n'est pas toujours voué à l'échec quand on veut ouvrir les yeux de quelqu'un? Si,
Souvent, en tout cas, parce que, c'est comme si on disait à quelqu'un: «Tu ne vois pas les choses correctement, tu ne ressens pas les choses correctement», surtout, et ça, c'est ce que l'école de Palo Alto appelle une injonction paradoxale, c'est-à-dire: «Ressens autrement que ce que tu ressens», faisant appel à notre volonté, alors que ce que l'on ressent ne procède pas de la volonté, mais du désir, de quelque chose qui n'est pas contrôlable, en fait, hein, d'une certaine façon. Et donc dire à quelqu'un: «Tu ne dois pas aimer, cette personne» ou «Tu dois l'aimer», au contraire, fonctionne, très, très peu la plupart du temps. Et si ça fonctionne, c'est un peu problématique parce que c'est comme si l'enfant se disait: «Au fond, je ne vois pas les choses correctement, je ne ressens pas les choses correctement. Heureusement maman est là et elle peut ressentir et voir les choses, à ma place correctement», et ça, c'est pas très bon pour la santé mentale. Mmh. En fait, c'est comme si on essayait de rentrer dans la logique ou imposer sa logique à quelqu'un d'autre et que, on veuille, mettre un carré à la place d'un rond ou un rond à la place d'un carré, c'est ça? Oui, c'est surtout, je crois, le fait de dire à quelqu'un: «Ce que tu ressens n'est pas valable». Moi, ça, je trouve ça d'une violence extrême. En dehors du fait qu'on veut lui imposer notre propre logique, et ça, c'est parfaitement juste, évidemment. Heu, Avant ça, on lui dit: «Tu n'es pas capable de ressentir correctement». Et en même temps, dans le cas de Mia, ce qui se produit, c'est que la petite fille rentre et qu'elle pleure le soir et donc elle valide ce qu'elle ressent. Elle invalide le fait qu'elle ait une attraction pour, Jade la princesse, mais ce sur quoi elle s'attarde, c'est ce qu'elle ressent de triste et de lourd, non? Oui, donc elle valide une partie de son émotion et elle invalide totalement l'autre. Elle invalide l'ambivalence, qu'il y a chez Mia et qu'il y a chez plein d'enfants et plein d'adultes, en disant: «Au fond, je comprends à quel point tu es triste mon amour, c'est vraiment horrible ce que te fait cette petite fille», et d'un autre côté, elle dit: «Et donc je ne comprends pas pourquoi tu l'aimes encore». Mmh. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, la réponse juste, avant de mettre en place ce que vous mettez en place, pourrait être, «Je comprends que tu souffres et je comprends que tu l'aimes»? Oui, exactement. Sauf que c'est très difficile à dire pour une maman, parce qu'on n'aime pas que son enfant aime quelqu'un qui la fait souffrir, hein. Donc on est vraiment dans quelque chose de parfaitement logique du point de vue de cette maman, et en même temps, c'est exactement ça, vers quoi je vais l'amener. Oui, alors en fait, elle vous raconte, vous la questionnez sur ses tentatives de solution. Elle vous dit qu'elle a expliqué, qu'elle a exhorté, qu'elle a été voir les parents de Jade, qu'elle en a parlé aux copines. Il y a un truc que je trouverais intéressant que vous commentiez, c'est la maman vous partage sa version du monde en vous disant: «Le père est un pervers narcissique», donc en écho à la petite fille qui est déjà une toxique, et la mère est soumise. Et d'ailleurs, le parallèle qu'elle fait ou le parallèle que je fais, mais ça s'invite subrepticement, elle vous dit: «Ma fille, c'est comme ces femmes, battues qui ne font rien», et elle réattribue à la maman cette étiquette un peu de femme victime, de femme pas battue, mais sur, ces femmes qui ne font rien. Qu'est-ce que vous faites de sa vision du monde qui est un peu catégorique, en fait? D'une façon générale, pour que l'alliance thérapeutique soit créée et maintenue, il est extrêmement important de ne pas attaquer cette vision du monde. Parce que si je commence à attaquer sa vision du monde en lui disant: «Bah, vous êtes un peu catégorique, vous savez, c'est pas toujours comme ça, et puis, voilà, qualifier les gens de pervers narcissiques sans vraiment les connaître, c'est pas une très bonne idée», je la perds immédiatement parce qu'elle, c'est sa colonne vertébrale, face à ce problème, en fait. C'est ce à quoi elle s'accroche. Elle s'accroche à ça, au fait que les parents, voilà, sont absolument dysfonctionnels, que du coup cette gamine est dysfonctionnelle et que du coup, il faut vraiment, se battre contre ces gens-là. Donc je vais pas attaquer ça, je vais plutôt m'en servir en fait, d'une certaine façon. D'accord. Ce qui est intéressant aussi dans cette histoire, c'est le fait que moi, j'ai eu l'impression que c'était la maman qui souffrait, plus et qu'elle souffrait de la perception qu'elle avait de la souffrance supposée de sa fille. Et du coup, ça m'interroge sur, des choses que vous nous avez déjà dites, c'est-à-dire on prend celui qui souffre, or quand elle vient vous voir, elle vous dit que c'est sa fille qui souffre. De ce point de vue-là, elle a raison, hein, contrairement, à certaines autres situations où, les parents souffrent beaucoup plus que l'enfant, ce qui crée des problèmes. Ici, je pense que les 2 souffrent. Heu, Elle souffre, cette petite fille aussi, d'abord parce que son sa copine l'a fait souffrir, enfin «sa copine» entre guillemets, l'a fait souffrir, mais elle souffre aussi de décevoir sa maman, en fait, d'une certaine manière, parce qu'elle sent bien à quel point sa maman est agacée par le fait que, elle,
elle continue à vouloir avoir des relations avec cette petite fille. Donc il y a une double souffrance. D'un côté, et chez la maman, en effet, il y a une grande souffrance. Donc c'est vraiment les deux qu'il faut que j'accompagne. Et pourtant, d'accord, j'entends, mais son désir de changement, il est un désir de changement de sa fille. Qu'est-ce que vous faites avec ça quand on vous demande de changer, ce qu'est l'autre et non pas tellement ce qu'il fait? La plupart du temps, quand on me demande de changer quelqu'un, je dis que ça n'est évidemment pas possible, voilà, malheureusement parfois, hein, dans le cas de pervers narcissiques, par exemple. Mais qu'en revanche, je peux aider, la personne à modifier, les pas de danse, en effet, avec son harceleur ou avec son agresseur, ou en l'occurrence ici avec cette petite fille infiniment désagréable. Et ça, je pense que ce glissement vers je ne vais pas la changer, mais si elle le souhaite, je peux l'aider à faire différemment, est quelque chose qui est parfaitement entendable pour une maman qui souffre. Mmh. Vous commencez par lui raconter, enfin, vous commencez par la rejoindre et puis après, pour, la faire se déplacer, vous lui racontez une histoire. Est-ce que vous pourriez d'abord nous dire si c'est vous qui l'avez écrite? On a eu moi j'ai eu l'impression en tout cas qu'elle était autant écrite pour la maman, que pour la petite fille. Je voulais que vous nous racontiez un peu la puissance de l'histoire, du conte, de la métaphore, et ce qui s'était passé dans cette séance autour de cette histoire. Cette histoire, on l'a écrite en équipe, mais quand je dis en équipe, c'est avec une équipe de thérapeutes et une jeune patiente en fait. C'est-à-dire que c'est elle qui a commencé à parler de ce château, de ce banquet. C'était une jeune patiente de 12 ans, très métaphorique. Et puis on a élaboré à partir de là, on l'a filé et on en a fait quelque chose qui en effet nous aide beaucoup dans ce genre de situation. Euh, parce que parce que en effet, elle montre au fond à la petite fille, d'un côté à quel point elle a le choix entre rester dans cette relation, ce qu'on comprendra parfaitement parce que, je le redis, il y a des éléments positifs dans cette relation pour elle à ce moment précis. À quel point on comprend ça. Donc il y a cette possibilité, puis il y a aussi la possibilité de sortir de cette relation, mais ce sera forcément avec des renoncements, des inconvénients, des risques tout à fait élevés. Donc ça, c'est vraiment très important. C'est ce à quoi sert cette histoire. Et puis, dans un deuxième temps, elle permet en effet, comme vous le disiez très bien, à la maman de comprendre que c'est vraiment un choix tout à fait personnel. L'amitié, c'est quelque chose d'intime et qu'on ne peut pas exhorter quelqu'un à aimer ou à ne pas aimer quelqu'un d'autre. Oui, en fait, c'est comme si vous la déplaciez du sujet de sa fille au sujet de l'amitié, effectivement, et des choix qu'on fait dans la vie, comme si on neutralisait l'évaluation qu'elle peut faire de sa fille, avec juste un choix libre et conscient d'aller plutôt vers tel ou tel, et qui se respecte de fait, c'est ça? Absolument, c'est-à-dire que c'est un changement de niveau logique, puisqu'on parle en effet non plus de sa fille et de ses incapacités, mais du choix qui se présente, à sa fille, c'est parfaitement juste. Et je crois qu'il y a autre chose en termes de changement aussi de niveau, c'est que quand en effet on dit, à une maman et puis, parfois, quelqu'un se lève du banquet, va lui donner quelques miettes, parfois même, on la sort du banquet, pour l'asseoir à côté de la reine, mais c'est rare et c'est de plus en plus rare et en même temps ces miettes sont importantes. Je pense qu'on a tous en tête, adultes, des relations amicales ou amoureuses d'ailleurs, où on s'est contenté de miettes. On a tous vécu ça, à un moment ou à un autre et du coup, je trouve que cette métaphore vient aussi toucher la maman à cet endroit-là. Ouais, c'est intéressant parce que dans ce que j'ai envie d'explorer avec vous, c'est ce qu'on fait de ces traumas-là. Je vais y revenir. Je voulais juste, revenir sur là, ce que vous venez de raconter autour de l'histoire. Moi, quand, je le lis, c'est magique. C'est-à-dire que je me dis: «Bah oui, il y a tout, c'est sûr, ça va marcher, elle va tout comprendre». Est-ce que vous, quand vous partagez cette histoire, qui est c'est une prescription de quoi? De réflexion, de tâches de réflexion, non, c'est ça? Quand je la raconte, à un enfant, c'est vraiment une tâche en séance. C'est-à-dire que je vais pas la prescrire par ailleurs, il suffit de la raconter une fois en fait, hein, pour que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas évidemment. Ce qui est très frappant, c'est que cette métaphore racontée à des enfants, même petits, puisque dernièrement, je l'ai fait raconter par une maman à une enfant de 4 ans qui était dans cette même situation, au moment de la fin, au moment, de la fin de l'histoire, la petite fille s'est endormie. Mmh.
Et dans les semaines qui ont suivi, en effet, tout ça a été beaucoup plus apaisé. En tout cas, il y a beaucoup moins de plaintes de la part de la toute petite fille. Donc pour l'avoir travaillé, pour l'avoir, élaboré avec le terrain de ce que nous racontent les enfants et les adolescents, je sais elle vient vraiment se caler sur des choses, vécues et c'est pour ça qu'elle est extrêmement puissante, mais des choses vécues en effet, à la fois par les enfants et à la fois par les adultes. C'était aussi une question que je me posais quand vous dites qu'elle s'est endormie à la fin de l'histoire et que dès lors, dans la foulée, son comportement a changé. Presque, je pourrais tirer le fil en me disant qu'il y a quelque chose qui s'est joué au niveau de l'inconscient, de l'intrapsychique et de l'inconscient. Or, je sais que c'est pas dans le modèle de Palo Alto. Comment vous considérez que finalement l'histoire devient agissante? Parce que l'histoire raconte un virage à 180 degrés et qu'elle ouvre une possibilité d'agir différemment, en effet, en passant par l'inconscient, aussi bien chez la jeune fille que chez sa maman. Chez la maman, souvent, il est important quand même de reconsolider en disant et donc, voilà, ça va être extrêmement important si elle choisit de rester dans la cage, de bien la laisser, rester dans la cage parce que et là, on illustre exactement la phrase que vous disiez au tout début, quoi. Parce que à la fois, je comprends que tu sois très triste et à la fois, je comprends que, tu l'aimes, quand même, parce que c'est comme ça qu'à un moment donné, l'enfant, la petite fille, va faire ses propres choix en connaissance de cause, sans le faire sous pression, de quelqu'un d'autre, d'une certaine manière. C'est comme si finalement elle retrouvait de l'autonomie là où elle en a perdu. Absolument. Mmh. OK. Vous parliez des adultes, et de ce qu'ils ont vécu et de là, le fait que cette histoire agisse aussi sur la maman. Il y a énormément d'adultes, moi je les vois en entreprise et vous les voyez en cabinet, qui ont des traumas liés à l'enfance, que ce soit des moqueries, que ce soit des formes d'exclusion, que ce soit, des groupes dans lesquels ils n'ont pas réussi à rentrer, ou même, sans que ce soit du harcèlement, un sentiment de malaise, au contact des autres. Est-ce que quand on est devenu adulte et qu'on a encore ces traces qui sont, agissantes, on peut arriver et les mettre en travail comme si c'était un sujet du jour ou du moment? Ce qui va, en effet nous intéresser, nous, c'est qu'est-ce qui, dans ce trauma, affleure encore? Qu'est-ce qui, dans ce trauma, génère encore, ici, maintenant, des souffrances, abominables et du coup, des tentatives de régulation, qui, finalement, alimentent, voire, aggravent ces souffrances. C'est ça qui va nous intéresser. Bien entendu que c'est extrêmement important, de pouvoir, accueillir, cette parole, accueillir, la façon dont les patients vont nous raconter à quel point, ça a été, horriblement, douloureux dans leur enfance, sur cette thématique-là ou sur ce type d'interaction-là. Et souvent, ce qu'on va beaucoup travailler, c'est ce qu'on appelle la discrimination de contexte, c'est-à-dire que on va accueillir à quel point, d'une certaine manière, ce qu'ils ont mis en œuvre par rapport, à ce type de problème à l'époque, du trauma était parfaitement, logique, parfaitement écologique d'une certaine manière puisque peut-être même ça leur a permis de survivre en fait, tout simplement. Et à quel point, au fond, dans d'autres contextes, ces mêmes façons de procéder, par rapport à des interactions, douloureuses, sont finalement, aggravantes. Donc on va vraiment faire le lien entre les 2 et expliquer à quel point c'est logique qu'on ait fait ça, à l'époque, à quel point, on peut faire différemment aujourd'hui, sans danger, pour qu'en effet, ce qui continue au fond, à affleurer, en termes de souffrance, ici, maintenant, soit régulé différemment. Ça veut dire que quelqu'un qui viendrait vous voir et qui vous dirait: «Voilà, dans l'enfance, j'étais vraiment un peu, celui dont on se moquait dans le groupe, j'étais mal, j'ai fait beaucoup d'efforts d'adaptation et cetera et finalement je m'aperçois qu'aujourd'hui, que ce soit en entreprise ou que ce soit dans ma vie privée, sociale, je suis toujours à la même place, je suis mal, je ne sais pas quoi faire, j'ai essayé plein de choses, d'être sympa, d'avoir des attentions, des fois je sais pas, je pourrais dire 1000 choses mais et je suis toujours mal. Je suis mal, c'est une plainte? Pas du tout. Enfin, je veux dire, c'est une plainte. En tout cas, je veux dire, c'est une plainte, mais qui mérite qu'on s'y attarde, en tout cas. Et au fond, vous voyez, ça illustre parfaitement bien, ce que vous dites. C'est-à-dire que, hem,
cette, ancienne enfant, à l'époque, a mis plein de choses en place pour s'adapter, pour être gentille, pour être appréciée, pour être estimée. Ça n'a visiblement pas fonctionné. Mais peut-être que, s'il avait fait autrement, ça aurait été, absolument catastrophique, parce qu'il n'avait pas, les ressources pour, faire autrement, parce qu'il n'avait pas d'étayage pour faire autrement. Et qu'aujourd'hui, visiblement, il fait la même chose, ça ne fonctionne pas mieux, voire, bah, ça continue à alimenter la souffrance et donc maintenant, de façon étayée, en puisant dans ses ressources, et parce que, en effet, il va être, accompagné, on va l'aider à faire exactement l'inverse. D'accord, vous n'allez pas procéder, par exemple, à une mise à jour de ce que sont ses ressources aujourd'hui, en lui faisant prendre conscience que le petit garçon ou la petite fille d'il y a, 30 ans n'est plus l'adulte qu'il est, qu'entre-temps il a un construit social, un construit familial et cetera et vous n'allez pas aller dans le sens de la logique ou de l'exhortation, vous allez aussi partir sur un 180°. Absolument, c'est-à-dire qu'en fait, je vais plutôt lui montrer au fond à quel point, on peut faire autrement, mais quels sont les risques à faire autrement puisque souvent, ce sont des personnes qui ont extrêmement peur de perdre le peu d'estime qu'elles ont et ce qui est logique en fait, et ce qui est en effet un risque et c'est en leur, faisant identifier ces risques, renoncements, inconvénients qui leur sont, très, très propres en fait, hein, que, je vais les amener à puiser dans leurs ressources d'une façon écologique, c'est-à-dire que je vais leur faire des choses qui, sont parfaitement possibles pour eux à ce moment précis. Mmh. Est-ce qu'autour de l'histoire de Mia, il y a des questions que je ne vous ai pas posées, dont il serait intéressant de, clarifier ou d'expliciter certains points dans ce type de relation qu'on appelle relation toxique, à l'échelle d'adultes, à l'échelle de travailleurs, à l'échelle, voilà, du monde, d'un autre monde que celui de l'enfance? Non, je pense que toutes les questions ont été, brillamment posées comme d'habitude. J'attire juste l'attention sur le fait que, en effet, je trouve qu'il est beaucoup plus apaisant de travailler sur des interactions toxiques que d'essayer de changer une personnalité toxique. Mais ça veut dire que quand vous avez quelqu'un qui arrive au cabinet et qui vous dit: «Voilà, j'ai un problème, je suis avec un homme toxique», systématiquement, vous n'explicitez pas ce que vous venez de nous expliciter, c'est-à-dire que ce n'est pas l'individu qui est toxique, c'est la nature de l'interaction et de la relation. En revanche, vous faites cette promenade-là, vous demandez à clarifier qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, quand ça se passe, que fait votre client à ce moment-là et c'est la nature de l'interaction que vous faites, changer. Exactement. Mmh. Je vous remercie, on se retrouve pour une prochaine histoire dans J'ai un problème. À bientôt Emmanuel.